ouvrir une enquête approfondie sur l'alliance capitalistique et industrielle entre General Motors et Peugeot, notamment autour d'Opel. On a Peugeot qui réagit négativement, moins 1,06 à 7,64 €, mais Renault est touché aussi dans le sillage et perd 1,18%. Peut-être aussi des prises de profit et de la rotation sectorielle chez les traders à court terme. À noter quelques valeurs qui sont vendues encore ce matin, comme Bouygues, qui a connu une séance un petit peu difficile hier. Bouygues perd 0,56% ce matin à 21,22 €. Cyclique, parmi les cycliques, ArcelorMittal, véritable catalyseur de tendance aussi, perd 0,55% à 12,76 €. Un petit mot des titres qui s'affichent à la hausse. On a GDF Suez qui prend 0,35%, le secteur de l'énergie qui s'est très très bien comporté du côté de Wall Street hier soir, avec en toile de fond une forte hausse des cours du brut du côté des 87,50 $ sur le brut léger américain. À noter Legrand aussi qui gagne 0,04% et plus 0,11 pour Michelin. Enfin, TF1 décolle de 4,9%, 6,85 € alors que UBS est passé à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 8 €. Le CAC 40 moins 0,38, 3258. L'euro, 1,2591 $. 9h03, juste avant les experts, Laurent Mimouni pour l'actualité économique. La deuxième étape importante de la semaine pour le Premier ministre après le discours de politique générale hier, c'est la présentation ce matin du collectif budgétaire en Conseil des ministres, projet de loi de finances rectificatif qui doit boucler le budget 2012. Jean-Marc Ayrault a confirmé hier tous les objectifs économiques et fiscaux présentés par François Hollande dans sa campagne. Au passage, le Premier ministre a d'ailleurs officialisé la révision à la baisse de la prévision de croissance du gouvernement, 0,3% pour cette année, 1,2% pour l'an prochain. Concrètement, dans le collectif budgétaire qui va être présenté ce matin, il y aura le retour à l'ancien barème d'ISF, un renforcement de la fiscalité sur les successions et les donations, et puis l'exonération des heures supplémentaires sera annulée dans les entreprises de plus de 20 salariés. L'affaire de manipulation des taux interbancaires prend de l'ampleur en Grande-Bretagne. Après le président du conseil d'administration et le directeur général, c'est le directeur des opérations de Barclays qui a démissionné à son tour hier dans la soirée. La ligne de défense de la banque consiste désormais à mettre en cause la Banque centrale d'Angleterre. Selon une note publiée par Barclays, c'est le gouverneur adjoint de la Bank of England qui a encouragé Barclays en 2008 à afficher des taux interbancaires artificiellement bas afin de répondre aux inquiétudes du pouvoir politique. Mario Monti suggère une réunion supplémentaire des ministres des Finances de la zone euro. Il y a encore, selon lui, des blocages sur l'accord de la semaine dernière à Bruxelles, notamment blocage de la part de la Finlande et des Pays-Bas. Le gouvernement finlandais a annoncé par exemple qu'il s'opposerait au rachat de dettes souveraines par le mécanisme européen de stabilité. Les autorités allemandes annoncent à l'instant qu'elles vont ouvrir une enquête sur l'alliance entre General Motors et Peugeot. L'Office fédéral des cartels allemands va étudier les conséquences pour la position d'Opel sur le marché auto allemand. SFR et Bouygues Télécom ont tous deux annoncé hier des plans de départ volontaires. Bouygues veut se séparer de 556 personnes. Chez SFR, les détails de ce plan de départ seront présentés en novembre. Et puis la sécheresse aux États-Unis fait flamber les prix agricoles. Le blé et le soja notamment sont en forte hausse du fait des inquiétudes sur la qualité des rendements dans le sud des États-Unis. BFM Business, il est 9h05. En septembre, les Green Business Awards récompenseront les entreprises qui œuvrent pour une économie plus verte. Loïs Moulaz de Saint-Théo, lauréat 2011. Les Green Business Awards ont été un formidable booster qui a permis de remettre de l'huile dans la dynamique positive dans laquelle on était. Marie Laporte de Caractère, lauréat 2011. Cet award nous a permis donc de donner de la crédibilité à cette démarche qui est longue, puisque maintenant ça fait plus de 10 ans que nous l'avons entreprise chez Caractère. Pour participer aux Green Business Awards 2012, inscrivez-vous avant le 9 juillet sur bfmbusiness.com. Les Green Business Awards, un événement BFM Business. Vivez la bourse autrement. Désormais, avec Bourse Direct, vos ordres de bourse sont à moins de 1 €. Le meilleur de la bourse en ligne, boursedirect.fr. BFM Business, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. BFM Business à la télé, à Paris et en Ile-de-France, sur le canal 24 de la TNT et partout en France sur le câble, les box ADSL et le satellite. BFM Business à la radio, à Marseille, 103.1. BFM Business sur le web, bfmbusiness.com, le live, les podcasts et toute l'expertise de la rédaction. BFM Business sur votre mobile. Téléchargez l'application BFM Business pour iPhone et iPad.
BFM Business à la télé, à la radio, sur le web et votre mobile, le premier média global entièrement dédié à l'économie. – 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue à chaque jour son événement clé dans l'actualité économique. On a eu le rapport de la Cour des comptes de Didier Migaud, le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui, c'est le jour du collectif budgétaire, ce texte qui est là pour traditionnellement corriger l'exercice du budget en cours. Il y a deux vraies surprises qui concernent l'imposition sociale des revenus fonciers des gens qui ne résident pas en France mais qui possèdent un bien immobilier sur notre territoire, et puis la forte hausse des taxes sur les stock options et les actions gratuites. Voilà, nous avons donc un texte correctif du projet, de la loi de finances 2012 qui alourdit la pression fiscale de 7 à 8 milliards d'euros, qui va geler 1 milliard de dépenses, 1 milliard de crédits. Donc nous sommes bel et bien dans un Fillon 3 ou un Hérault 1, vous dites comme vous voulez. Pour en parler, Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Olivier Berruyer est actuaire, il est auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, ça n'est pas fini, la preuve par les chiffres aux éditions Yves Michel, et il anime le blog www.les-crise.fr. Philippe Portier, bonjour. Bonjour Nicolas. Avocat associé au cabinet Jantet Associés. Gaël Slimane, bonjour. Bonjour. Directeur général de BVA Opinion. Je l'ai gardé avec moi sous le coude parce qu'il y a pas mal de politique aujourd'hui. On le retrouvera demain avec notre baromètre mensuel avec AvantQuest Software et Challenge. Le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, Gaël Slimane. Je vais vous donner le fond de ma pensée. J'ai eu le sentiment que c'était une journée de pause, une journée de tranquillité, une journée où on faisait une gentille causerie d'été en regardant un champ de luzerne entre amis. Mais véritablement, il n'y a pas eu les événements que j'imaginais dans ce discours de politique générale. Pour changer. Pour changer quoi ? Mais pour changer, parce que des discours de politique générale, on en a eu beaucoup. Et ils n'ont jamais servi à rien ? Non, ils n'ont pas jamais servi à rien. Mais alors, peut-être trois choses. Un discours de politique générale, c'est un moment où finalement, normalement, on entend un Premier ministre nous redire ce que le président nouvellement élu nous avait indiqué dans sa campagne. Okay. Et quand on a des divergences entre les deux têtes de l'exécutif, a un beau discours de politique générale vraiment excitant. On a eu une fois ça, c'était il y a très longtemps, en 69, avec Chaban, sur la nouvelle société. Alors il y avait un souffle, il y avait quelque chose de nouveau. Ça a généré de très grosses tensions dans l'exécutif, puisque Pompidou, le président, avait peu goûté, peu apprécié que son Premier ministre se démarque et puis se mette en avant en tenant un discours propre. Ouais. C'est pas lui qui était élu. Il valait mieux rester dans les clous du programme, à la limite c'est cohérent. Non, c'est obligé. C'est-à-dire que on commet une faute en ne le faisant pas. Ensuite, non, ce n'est sans doute pas un discours de printemps, le chant de luzerne, ce que vous évoquiez il y a un instant, parce que c'est un discours où on a beaucoup entendu je parle du fond, cette idée que les temps allaient être difficiles et qu'il faudrait faire des efforts. Mais c'est une moitié de discours sur le fond, et c'est normal, ça se comprend politiquement, parce que ce qui se prépare, c'est un deuxième discours à une autre occasion, qui sera certainement davantage porté par le président de la République dans quelques mois, qui consistera à expliquer aux Français que les efforts dont on nous a parlé pendant la campagne, dont on nous a parlé lors de ce discours de politique générale, eh bien cette fois, il faudrait que tout le monde les fasse. Parce que l'angle principal du message de Jean-Marc Ayrault consistait à dire les temps sont durs, les caisses sont vides, on a du travail à faire et des efforts à fournir, mais rassurez-vous, comme l'a indiqué François Hollande dans sa campagne présidentielle, c'est d'abord aux plus aisés des Français on commence par les ménages les plus riches, demandés. Les grosses entreprises et l'épargne salariale quand même. Absolument. Là on parle quand même à 6-7 millions de salariés. Et puis revenir sur un certain nombre de sujets, sur les heures supplémentaires, etc., qui ne concernaient pas forcément les gens les plus aisés. Mais en gros, rien de nouveau en termes d'inflexion de politique, pas de reniement, il l'a répété à plusieurs reprises. Maintenant, nous savons a priori que ce sera sans doute insuffisant pour arriver à renflouer les caisses, et que certainement, dans les mois qui viennent, encore une fois, on aura un second temps
de la réforme. Ça a déjà été annoncé pour le projet de loi de finances. Et ce second temps interviendra plus tard. On a 45 secondes. Réaction Philippe Portier, discours de politique générale du Premier ministre. Oui, non, je vais abonder dans le sens de Gaël. C'est vrai qu'on n'a jamais rien entendu d'exceptionnel dans ces discours-là. C'est probablement peut-être une transition vers ce qu'on va entendre plus tard, qu'on va espérer d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est quand même la récapitulation des mauvaises nouvelles, que la situation est catastrophique, voire pire, et qu'il va falloir que tout le monde fasse des efforts. Donc tout ça n'est pas nouveau. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est plutôt en creux. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait le regarder. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est ce qu'on peut espérer, surtout par exemple après le rapport de Terra Nova, et on peut rendre hommage à la dernière mission d'Olivier Ferrand là-dessus. Mais on va en dire un mot du rapport. On en parlera. Mais le rapport Terra Nova qui remet un peu l'entreprise au cœur de la problématique de la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'on a entendu pour l'instant n'est pas très rassurant, parce que je pense que augmenter les taux d'imposition, évidemment on sait qu'on va y passer, mais ce qui serait intéressant, c'est d'élargir l'assiette. Et pour élargir l'assiette, il faut recréer une forme de confiance, une forme de dynamisme, une forme de compétitivité. Et aujourd'hui, nos entreprises sont en panne. C'est très préoccupant. On prend énormément de retard, et si on ne crée pas un cadre, un élan, je dirais un pacte de dynamisation du tissu entrepreneurial français, je pense qu'on va dans le mur. Donc finalement, ces hausses d'impôts, pour l'instant, espérons qu'elles annoncent quand même derrière une vraie politique de l'État pour redynamiser le tissu industriel. L'entreprise n'est pas au centre de la problématique de la compétitivité, elle est aujourd'hui au centre du tour de vis fiscal qui nous a été annoncé, puisqu'il y a quand même énormément de choses, et notamment des choses un peu neuves, la taxe sur les dividendes qui n'était pas prévue au départ et qui a été confirmée, l'histoire des stock options aussi, et puis il y a aussi le fait qu'on va demander aux entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires de bien vouloir payer une taxe exceptionnelle de 5% d'impôt sur les sociétés supplémentaires, notamment pour boucler l'année 2012. Réaction dans un instant d'Olivier Berruyer, il est 9h13. C'est l'heure de faire un point sur le temps et la circulation en Ile-de-France sur BFM Business. Un temps où on aura un peu de tout pour aujourd'hui. Par moments, de belles éclaircies. Par moments, ce sera beaucoup plus nuageux. Et il y a un risque d'averse présent dès la fin de la matinée. Averse orageuse même pour cet après-midi. Les températures, il fera jusqu'à 26 degrés pour cet après-midi. Les routes maintenant, avec des difficultés qui restent par endroits assez importantes. Notamment si vous êtes à l'est sur la 4, direction Paris, de Noisy jusqu'à Nogent. Vous mettez 40 minutes. Au sud, sur la 6B, toujours cet accident au niveau de Fresnes en direction de la capitale, avec des répercussions assez importantes sur la 86 intérieure. Petit à petit, ça commence tout de même à s'arranger dans le secteur. À l'ouest, sur la 86 extérieure de la 15 à Colombes, prévoyez une demi-heure. Au nord, sur la 86 extérieure de Rogny à la Courneuve, une demi-heure. Sur le périphérique, en chaussée extérieure, au sud, Auteuil-Orléans, vous mettez toujours 30 minutes. Et en intérieur, Bagnolet-Bercy, là aussi, une demi-heure. Géraldine de Maurice sur BFM Business. Tout à l'heure, dès midi, le 12-15. Invitez-vous au club VIP de BFM Business. Le nouveau parfum Acqua di Gio Essenza, Giorgio Armani.
Il est 9h16 à Paris actuellement. On est sur un repli de 0,4 à 3256 points. Il y a 2 valeurs dans le vert, enfin une Pernod Ricard, mais sinon Renault perd 1,5, BNPP 1,4 et Crédit Agricole 1,4 également. L'euro-dollar à 1,2582 et le baril de Brent est désormais au-dessus des $100. Il y a quoi? Il y a 3-4 jours, on était à 92 ou 91. Les choses vont décidément très vite. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Retour avec Olivier Berruyer, avec Philippe Portier, avec Gaël Sliman pour évoquer donc le discours de politique générale. Mais enfin, très vite, on va basculer dans les vrais chiffres définitifs qu'on met aujourd'hui sur des mots qui n'étaient pas totalement définitifs, collectif budgétaire. Réponse à Christophe qui m'écrit en disant la réforme selon les parlementaires français et les observateurs que vous êtes, c'est toujours plus d'impôts à payer par les Français. Bravo les gogos. Christophe, c'est pas sur BFM Business qu'on fait régulièrement l'apologie de la pression fiscale quand même, parlons net. Votre réaction générale à tout ce que nous vivons depuis, Cour des comptes, discours de politique générale, collectif, Olivier Berruyer? Comment vous voyez la séquence là? Ouais, bon, sur le discours, j'attendais pas grand-chose et j'ai pas été déçu, quoi. En effet, c'était, ça m'a rappelé cette fameuse sortie de Thierry Laluron sur l'emmerdance et la rose. Mais c'est vrai que c'était un discours sans souffle. On aurait pu s'entendre qu'après une alternance tout de même depuis autant d'années, il y a quelques mesures fortes qui soient annoncées. Au-delà d'être dans la ligne du président, c'est vrai que c'était un peu sans pétillant. C'était de l'eau tiède. Vous avez cité les stock options, c'était assez intéressant, par exemple, pour parler de ça. Enfin, il aurait pu avoir un vrai message pour montrer tout de même après ces discours sur la guerre à la finance, etc., etc. On aurait pu les interdire, les stock options. Enfin, en tout cas, pour les grosses entreprises, c'est très utile pour les petites, mais pour les grosses, c'est quand même plus scandaleux qu'autre chose quand on regarde dans le principe. Au final, on a quoi? Une augmentation de la fiscalité qui en plus ne va rien changer, puisque évidemment, on est dans des cas un peu marginaux où il y a quelque part vampirisation des fonds propres de l'entreprise par quelques dirigeants. Vous allez taxer un peu plus l'entreprise, et comme c'est le dirigeant qui décide, il paiera les impôts et il ne changera rien au principe, bien évidemment. Un peu de votre avis là-dessus. Ouais, on aurait pu avoir un symbole, en plus, parce que ça concernait quelques milliers de personnes, enfin, en tout cas pour ceux qui en touchent beaucoup et qui sont les seuls qui posent vraiment problème aussi. Voilà, donc un discours assez creux, où on va avoir un retour aujourd'hui à la réalité assez rapide avec le collectif budgétaire, où on a un certain nombre de mauvaises nouvelles qui tombent dessus et qui, comme le soulignait tout à l'heure Gaël, sont en effet des mesures d'affichage. Sur le côté, on va toucher les grosses boîtes, on va toucher les méchants détenteurs de stock options, on va toucher les très riches, certes, c'est vrai, puis bon, après tout, c'est un message qui peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça va ramener quelques milliards d'euros et qu'il faut rajouter au moins un zéro aux besoins réels, et ça, ce sera sans doute plus en fin d'année pour le plan de finances. On peut rappeler quand même quelques chiffres clés. La dépense publique, c'est 1200 milliards d'euros, la dépense de l'État, 365 milliards d'euros. On a 620 milliards d'euros annuels de dépenses d'intervention, dont 520 milliards d'euros de dépenses sociales, et la masse salariale de la fonction publique, c'est 260 milliards d'euros. Voilà les chiffres clés. Et si on regarde l'histoire des stock options, je me suis noté quelque part, voilà, ça va rapporter 317 millions d'euros en 2013. Il fallait le faire, Gaël. C'est important. Ils ont mis la justice au cœur du truc. Est-ce que là, on peut considérer que les gens, dans leur globalité, ont le sentiment d'un retour d'une forme de justice? Oui. Même si ça passe par l'impôt. Bon, est-ce que le mot justice est remis sur l'autel céleste de la politique? Oui, vous verrez avec le baromètre, je serai de nouveau ici demain matin pour divulguer ces chiffres, donc je ne le ferai pas là, mais on a la confirmation de nouveau que les Français sont en attente de davantage de justice et ont le sentiment qu'au cours des 5 dernières années, à cause de certaines mesures emblématiques, autour du bouclier fiscal notamment, la politique menée aurait été une politique qui favoriserait les plus aisés. Donc au niveau de l'efficacité, ça a été dit quand même c'était d'ailleurs assez cocasse, par François Hollande dans sa campagne sur la taxe à 75%, et il l'a dit dans des émissions grand public que ça n'allait pas rapporter un copec, absolument. que ce n'était rien. On est sur 200-300 millions d'euros. C'est ça, il dit c'est 200 millions, il l'a dit, dit que c'était rien du tout. Alors quel est l'objectif, puisqu'économiquement, ça ne rapporte rien? Le but du jeu, c'est de pouvoir obtenir des efforts, non pas des sacrifices, parce qu'il y a une nuance entre les deux termes, de pouvoir obtenir des efforts de tous les Français, et notamment des vraies classes moyennes, des gens qui Vous êtes en train de me dire qu'on est en train de faire passer une grosse pilule sur les riches pour pouvoir faire passer la petite derrière? Oui, ou l'inverse, mais... La petite, c'est-à-dire c'est les pensions de retraite qui vont être désindexées de l'inflation. C'est la CSG alignée pour les retraités. Parce que ça pourrait être CSG, en théorie, ça pourrait être CSG ou TVA, mais TVA, politiquement, ce serait
trop difficile à faire passer après tout ce qui a été dit sur la TVA, qui est l'impôt perçu comme le plus injuste, que les Français vraiment détestent. C'est une erreur, Gaël, de considérer que la TVA est un impôt injuste. Alors, on pourra avoir ce débat, dans une émission. On taxe après le travail ou après la consommation, mais on pourra avoir ce débat 100 fois. La notion d'injustice de la TVA, elle est difficilement contestable dans le principe à partir du moment où c'est l'impôt le seul qui ne soit pas du tout progressif. D'accord. Donc en cela, on ne peut pas nier, c'est d'un point de vue philosophique, que la TVA objectivement est injuste. On ne peut pas le dire autrement. Et donc augmenter la TVA, c'est faire payer un impôt qui sera autant payé par le plus démuni que par le plus riche. Parce qu'il n'est pas évident que le plus riche consomme beaucoup plus à proportion de ses revenus par rapport au plus Les Anglais ont trouvé une alternative à ce problème en exonérant totalement les biens de première nécessité qu'on met dans le réfrigérateur. On peut trouver toutes les parades. Mais là où je voulais en venir, c'est simplement dire qu'effectivement, le point important, toutes les enquêtes qualitatives le montrent, c'est que les Français nous disent depuis des années, mais je suis prêt à faire des efforts, je suis conscient de ce problème de la dette et des déficits de mon pays, mais avant de payer moi, je veux que Mme Bettencourt paye. Moi, j'ai besoin que Mme Bettencourt, à la limite, elle est stratosphérique pour les gens, que mon voisin, Monsieur Durand, qui gagne 2 fois mon revenu, paye un peu plus que moi et avant moi. C'est ce qui est en train de se passer. Philippe Portier, c'est peut-être uniquement le message qu'il faut retenir. C'est peut-être uniquement le fait d'avoir... Si Sarko était là, on aurait aujourd'hui un risque de tension sociale réelle, finalement. Le fait qu'on ait une alternance avec une gauche qui met la justice en tête de gondole et qui donne l'impression de tenir ce cap-là, c'est peut-être plutôt bon, finalement, pour la stabilité du pays. Parce qu'évidemment, au niveau économique et au niveau des recettes espérées, il y a quand même 7 à 8 milliards d'euros, mais le compte n'y sera pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de voir les choses de manière un peu positive, parce que sinon... C'est ce que j'essaye de faire. Non, mais je sais, c'est louable, mais c'est pas facile non plus. Quand on entend ce qu'on entend. Simplement, je suis totalement d'accord aussi. Là, il est évident qu'on ne va pas pouvoir... La TVA, à mon avis, ça sera exclu. C'est une posture politique, elle a été figée, on a rejeté la TVA sociale, on a rebaissé les taux de TVA réduits sur le livre, etc. Donc, de toute façon, aujourd'hui, la TVA ne sera pas le sujet. Pour moi, le sujet central, c'est la CSG. Et ce qu'il démontre, à mon avis... Encore plus, c'est que l'approche Piketty qui consiste à fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu a été abandonnée. Pourquoi ? Parce que si on les fusionnait, c'était le mauvais impôt qui absorbait le bon, l'IR qui absorbait la CSG, et avec tous les effets de seuil, etc. Donc clairement, pour moi, l'effort, il va se porter sur la CSG. La CSG, ça touche tout le monde, donc il faut effectivement qu'on montre que les riches, avec toujours ce grand air, cette stigmatisation en quelque sorte, eh bien, vont contribuer comme si ce n'était pas déjà le cas, mais enfin, c'est un autre débat. Donc, il est évident que tout ça va dans ce sens-là. Moi, ce que je trouve regrettable dans cette histoire, c'est que, évidemment, sur le plan des recettes publiques, c'est totalement symbolique. L'ISF, le bouclier fiscal, les 75%. L'ISF, 2,3 milliards en 2013. Hein. Oui, bon. Oui, le bouclier fiscal était plus symbolique que ça, mais peu importe. Il y a des symboles forts qui sont véhiculés par ces impôts-là, les stock options, toutes ces choses-là. Moi, ce qui me paraîtrait important, c'est, je reviens à mon point de tout à l'heure, c'est-à-dire que simultanément, de mettre ça dans une perspective. Parce qu'aujourd'hui, la justice, c'est bien, mais la justice, en détricotant quelque chose pour réhabiller les autres, c'est pas très intéressant. La question, c'est comment aujourd'hui on va éviter ce qui est en train de se passer, que ces fameux riches que l'on estime aujourd'hui traités de manière particulièrement favorable, comment éviter qu'ils s'expatrient. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai problème. Je suis avocat, mon univers, c'est l'entreprise, je constate ce qui se passe, c'est pas uniquement de la divination, je constate quoi ? Que dans la finance, dans d'autres métiers, pas que dans la finance, dans d'autres métiers, les gens visent l'expatriation aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est pas acceptable d'un point de vue citoyen, sociétal, tout ce qu'on veut, patriotique. On a entendu Jean-Marc Ayrault faire appel au patriotisme, mais en face de quoi ? Quelles sont les promesses ? Est-ce qu'on va demain donner les moyens aux entrepreneurs français de récupérer ce temps perdu, cette incapacité de financer, d'autofinancer l'innovation dans laquelle les entreprises françaises se trouvent depuis des années ? Ce retard que l'on prend qui est considérable. Donc l'écosystème aujourd'hui devient insupportable, de manière subjective probablement, parce que si on reprend les chiffres uniquement, je pense que c'est tolérable, mais sur le plan subjectif, c'est intolérable. Et à quoi on assiste aujourd'hui ? Des entreprises, même cotées, qui transfèrent leur siège au Luxembourg ou je ne sais où demain. C'est une réalité aujourd'hui de marché, c'est une nouveauté, c'est une réalité. Et des cadres supérieurs d'entreprise, des dirigeants qui aujourd'hui visitent les fiscalistes de Paris et de Navarre pour voir comment ils vont pouvoir sortir du territoire. Si on fait fuir ces fameux riches qui sont en même temps nos employeurs, eh bien, c'est inquiétant pour l'avenir. Donc la symbolique, elle est à deux
facettes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses, mais quand on fait ça, il faut l'accompagner d'un plan de confiance. Et encore une fois, je vais revenir sur ce rapport Terra Nova parce qu'il rejoint énormément. On en parle dans un instant. Sur la stabilité et la prévision. Juste un mot pour conclure, parce que vous allez nous quitter à 9h30, Gaël Slimane. Il n'a pas complètement tort, Philippe Portier, dans son regard, le regard qu'il porte. C'est bien, effectivement, de faire du symbole, de créer de la justice, mais là, le temps passe vite. Il est encore une fois minuit moins 2. Et est-ce qu'on peut attendre éternellement pour envoyer également des signaux de compétitivité? Parce que le mot compétitivité a disparu. Je ne sais pas, on a entendu quand même un Premier ministre socialiste, on avait entendu aussi un candidat à la présidence socialiste vanter l'entreprise. Dans son discours fleuve, Jean-Marc Ayrault appelle à l'aide les entreprises. Oui, mais appelle à l'aide par la fiscalité. Oui, si vous voulez. Il n'empêche que l'appel aux entreprises est adressé. Après, le temps passe vite, mais de toute façon, les choses vont aller très vite. Oui. Les choses vont aller très vite. Le nouveau président est en place depuis un peu plus d'un mois et demi. On a entendu ce discours de politique générale. Le pain blanc a été donné avant les législatives. Bon, ça c'est normal, c'est de la politique. Les mesures de popularité sur le coup de pouce au SMIC. Elles ne sont pas anecdotiques vues de l'étranger quand même. Ces mesures. En tout cas, ça a été fait avant. C'est ça que je veux vous dire. Ça a été fait avant les législatives. Et maintenant, on va être sur un temps plus dur, un temps d'effort. L'effort n'est pas le sacrifice. Les Français sont prêts aux efforts. L'effort, ça consiste à promettre un investissement. On va vous demander ces efforts pour que demain ça aille mieux. C'est comme ça que Gerhard Schröder avait promis, avait alimenté sa réforme avec ses lois Hartz, c'est son agenda 2010. Absolument. Il y aura des efforts très durs à fournir, mais il y aura un retour sur investissement. Allez, on marque une pause, il est 9h28. On va évoquer ce rapport de Terra Nova qui place l'industrie au cœur de la problématique de la compétitivité, et la réforme prioritaire consiste, selon Terra Nova, à réduire le coût du travail. Depuis l'élection, nous l'avons augmenté par le SMIC, par la fin de la TVA sociale. Voilà, aujourd'hui, le coût du travail augmente alors que Terra Nova dit qu'il faut le baisser. A tout de suite. Pourquoi ne pas profiter comme moi d'un livret à 5% sur une durée exceptionnelle de 4 mois? Allons, ne me dites pas que le mot exceptionnel vous fait peur. Before Bank, mon banquier, c'est moi. Sur bfmbusiness.com, suivez l'économie en continu. Il est bientôt 9h30, les marchés en direct, Antoine Larigauderie. Et on prend quelques profits ce matin sur les marchés. Petite consolidation du CAC 40 légitime, après 7% de hausse sur 3 séances consécutives, à moins 0,33% pour le CAC. On est à 3260 points. Du côté des plus fortes baisses du jour, Safran perd 1,9% à 28,75. Renault moins 1,46 à 32,67 €. On continue à prendre des bénéfices sur le secteur bancaire, mais ça reste à peu près modéré, hormis pour BNP Paribas qui perd 1%, mais sinon, moins 0,4 pour Crédit Agricole, moins 0,18 pour Natixis. Même la Société Générale reste dans le vert, plus 0,21%. Donc pour l'instant, du calme sur les bancaires, quelques profits pris, mais rien de plus. On prend des bénéfices aussi sur les valeurs plutôt cycliques. Alstom perd 0,96%, moins 0,75% pour Lafarge. Sinon, parmi les valeurs privilégiées par le marché en ce moment pour passer à l'achat, le secteur de l'énergie, GDF Suez plus 0,19%, 18,72 €. On reste dans une logique sectorielle. Ces valeurs se sont bien tenues du côté de Wall Street hier soir. Notez que le baril de pétrole brut américain est à 87,50 $ quasiment. Pernod Ricard gagne 0,3%, 84,63 €. On passe sur des valeurs plutôt défensives à l'achat ce matin. Moins 0,38 pour le CAC, on est à 3258 points. L'euro, 1,25,86 $. L'essentiel de l'information avec Marie Dupin, il est 9h30. Le gouvernement a obtenu la confiance des députés lors d'un vote à l'Assemblée hier soir. 302 voix pour, 255 voix contre. Après le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, les radicaux de gauche et les écologistes ont donné leur confiance au gouvernement, mais pas le front gauche qui s'est abstenu. La polémique prend de l'ampleur sur la mort de Yasser Arafat. Un laboratoire suisse a trouvé du polonium dans des échantillons, des faits
personnel de l'ancien dirigeant palestinien. La vitesse de la dégradation de son état de santé avait surpris les médecins à sa mort en 2004. Au Mexique, le perdant de l'élection présidentielle, Andrés Manuel López Obrador, demande un recomptage des bulletins de vote. Le candidat de la gauche dénonce des incohérences dans le scrutin. Il était arrivé deuxième dimanche à 6 points du candidat du PRI. L'inquiétude de l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe Kofi Annan à propos de la situation en Syrie. Alors que les violences continuent, il affirme qu'un cessez-le-feu est impératif afin de procéder à une transition politique. Le Tour de France, deuxième victoire d'étape hier pour le Slovaque Peter Sagan. Fabian Cancellara est toujours en jaune. Aujourd'hui, quatrième étape entre Abbeville et Rouen. Départ prévu à 12h10. Et puis du tennis et la qualification hier de Joe Wilfried Tsonga pour les quarts de finale de Wimbledon. Il a dominé l'Américain Mardy Fish. BFM Business, il est 9h32, tout rond, le journal de l'économie avec Laurent Mimoudi. Oui, 32 et 3 et 4 secondes. Ah oui, il est pile 9h32, l'heure du journal. Donc l'affaire de manipulation des taux interbancaires qui continue de prendre de l'ampleur en Grande-Bretagne. Après le président du conseil d'administration et le directeur général, c'est hier soir le directeur des opérations de la Barclays qui a démissionné. La ligne de défense de la banque consiste désormais à mettre en cause la Banque d'Angleterre et donc par ricochet aussi le pouvoir politique. Antoine Larigauderie. Les parlementaires britanniques voulaient faire toute la lumière là-dessus, mais le fil qu'ils déroulent est en train de partir dans une direction inattendue. Alors c'est la stratégie de Barclays pour essayer de se défendre, mais la banque a publié hier des documents qui prouvent que les manipulations sur le marché des taux Libor a été en quelque sorte suggérées, voire encouragées par un membre de la direction de la Bank of England, Paul Tucker, et ce sur pression du gouvernement britannique en 2008. Il faut remonter à cette époque. On avait vraiment le début d'une crise financière sans précédent. Plus personne ne se prêtait sur le marché interbancaire, donc il était logique d'essayer de garder une politique de taux bas pour fluidifier au maximum le marché du crédit. C'est visiblement ce qui aurait été demandé ou suggéré par la Bank of England et la classe politique, le Libor servant entre autres de base de calcul pour 800 000 milliards de dollars de crédit et de financement. La Barclays joue gros et c'est là qu'on attend beaucoup de l'audition de Bob Diamond, l'ex-patron de la Barclays, cet après-midi devant la commission d'enquête britannique. Et si l'affaire remonte aux autres banques qui semblent, elles aussi dans la boucle, de sources officielles, Lloyds, la Royal Bank of Scotland et plusieurs banques américaines, on aura forcément, à un moment ou un autre, confirmation ou pas de cette sorte de stratégie délibérée, orchestrée par certains membres de la classe politique et économique britannique. Deuxième étape importante pour le gouvernement aujourd'hui, après le discours de politique générale du Premier ministre hier, c'est la présentation ce matin du collectif budgétaire pour boucler le budget 2012. Jean-Marc Ayrault a confirmé hier toutes les orientations de politique économique et fiscale de François Hollande dans sa campagne. Au passage, le Premier ministre a officialisé la révision à la baisse des prévisions de croissance du gouvernement, 0,3% pour cette année, 1,2% l'an prochain. Pour ce qui est concrètement du collectif budgétaire ce matin, il faut s'attendre notamment au retour à l'ancien barème d'ISF, à un renforcement de la fiscalité sur les successions et les donations, et puis l'exonération des heures supplémentaires sera annulée dans les entreprises de plus de 20 salariés. Mario Monti suggère une réunion supplémentaire des ministres des Finances de la zone euro. Il y a encore, selon lui, des blocages sur l'accord survenu la semaine dernière à Bruxelles, notamment blocage de la part de la Finlande et des Pays-Bas. Le gouvernement finlandais a annoncé qu'il s'opposerait à tout rachat de dettes souveraines par le mécanisme européen de stabilité. L'Office fédéral des cartels en Allemagne dit avoir ouvert ce matin une enquête approfondie sur l'alliance entre General Motors et Peugeot. Les autorités allemandes vont se pencher sur la position d'Opel sur le marché auto. SFR et Bouygues Telecom ont annoncé tous deux des plans de départ volontaires. Hier, Bouygues veut se séparer de 556 personnes. Chez SFR, le plan de départ sera présenté en novembre. Et puis Manchester United veut s'introduire en bourse, mais à New York. Le club renonce de fait à son projet d'introduction à Singapour. Manchester voudrait lever 100 millions de dollars afin de se désendetter. Aucune date précise pour cette introduction n'est pour l'instant avancée. BFM Business, 9h35. Tout de suite un point sur le temps et la circulation en Ile-de-France sur BFM Business. Un temps très mitigé pour aujourd'hui. Alors certes, par moment il va faire très beau, mais par moment ce sera beaucoup plus nuageux avec un risque d'averse dès la fin de la matinée. Averse orageuse même pour cet après-midi. Les températures elles sont en hausse. Il fera jusqu'à 26 degrés aujourd'hui. Sur les routes, ça s'arrange, mais il reste encore des secteurs difficiles. Au nord, si vous prenez la 86 extérieure entre Rosny et la Courneuve, il vous faut 25 minutes à cause d'un accident. Sur la 3 de Rosny à la porte de Bagnolet, 25 minutes également.
également. À l'est, sur la 4 de Noisy à Nogent, prévoyez une demi-heure. Au sud, sur la 6A, quelques ralentissements à l'approche du périphérique. À l'ouest, vous êtes nombreux sur la 86 dans les deux sens entre les autoroutes A15 et A14. Sur le périph', en chaussée intérieure de Bagnolet jusqu'à la porte d'Italie, il vous faut encore plus d'une demi-heure. Et dans l'autre sens, en chaussée extérieure de La Chapelle jusqu'à la porte Maillot, 15 minutes. Auteuil-Orléans, 20 minutes. Géraldine de Maurice sur BFM Business. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer qui est animateur. D'ailleurs, il y a un mail pour vous, Olivier Berruyer, animateur du blog les-crise.fr. C'est un mail de Charlotte. Je voudrais féliciter Olivier Berruyer pour son travail essentiel pour éclairer le citoyen. Son blog et votre émission sont des sources de réflexion indispensables, dit-elle. Et il y a Philippe Portier qui est avec nous, avocat au cabinet Jantet Associés. Donc les réactions d'auditeurs, j'en ai eu beaucoup. Olivier nous dit la France est faite pour les fonctionnaires, on est mort. Bon, d'accord. Bruno évoque la CSG, la taxe sur l'intéressement, la taxe sur les dividendes, la suppression d'exonération sur les heures supplémentaires. Il s'agit d'un projet qui ne vise pas les riches, dit-il, mais frappe bien les revenus du travail et les entreprises. C'est un non-sens économique qui touchera fortement tous les travailleurs. Gilles, 2 mesures urgentes, abolition du statut de fonctionnaire et interdiction à tout individu d'être élu s'il n'a pas auparavant travaillé au moins 10 ans dans le secteur privé. 10 ans, ça veut dire qu'on commencera la politique très tardivement alors. Et Jean-Pierre, arrêtez de laisser penser que la taxe sur les dividendes ne concerne que les très riches. Je suis patron d'une EURL et je complète mon salaire avec une partie non négligeable en dividendes et je ne suis pas le seul. Il faut le souligner, beaucoup de patrons d'entreprises, même des petites, pas les gros patrons qui font la une, se rémunèrent très largement en dividendes, beaucoup plus qu'en salaire fixe. Et évidemment, quand on taxe le dividende, à ce moment-là, on taxe le salaire direct de ces gens. Alors beaucoup de gens trouveront peut-être ça très très juste de taxer davantage le salaire de ces gens qui sont à la tête d'entreprises et qui, a priori, gagnent mieux leur vie que la moyenne, même si on sait que le salaire moyen de la PME en France oscille entre 50 000 et 90 000 euros par an pour un patron d'entreprise. Il y a ce rapport Terra Nova sur la compétitivité, on en a parlé, Philippe Portier, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il nous dit qu'il faut mettre l'industrie au cœur du dispositif et que le seul moyen, c'est de réduire le coût du travail. Et aujourd'hui, on a augmenté le SMIC, on a supprimé la TVA sociale et on a monté les cotisations vieillesse sur les retraites. Donc on a fait l'inverse. Oui, il y a beaucoup de choses quand même dans ce rapport Terra Nova. Alors après, oui, je pourrais décliner. Voilà, non, mais c'est important parce qu'on met toujours l'accent sur les mêmes sujets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Des emblèmes de la polémique de ce qu'est la problématique de l'entreprise aujourd'hui. Je pense que la problématique des charges de l'entreprise est bien là. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants et qui ont été soulevés dans d'autres rapports. On peut peut-être rappeler d'abord brièvement que Terra Nova est un think tank d'obédience plutôt socialiste. D'obédience socialiste créé par Olivier Ferrand qui a trépassé samedi dernier, très jeune, à 42 ans. Il l'avait créé en 2007 lorsqu'il avait raté la députation. Tout à fait. Et c'est parmi, avec l'Institut Montaigne et quelques autres, ça fait partie des think tanks qui sont vraiment penchés, avec la Fondation Concorde, etc., sur la problématique de l'entreprise aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est à peu près les mêmes choses qui ressortent, mais c'est vrai que dans les médias, on en retire pratiquement toujours que le problème de compétitivité lié aux charges excessives qui pèsent sur l'entreprise, ce qui est une réalité. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes et je voulais en profiter pour parler notamment d'un élément qui est intéressant dans leur rapport, qui est l'idée de créer une commission du temps. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu et qui pourtant en ce moment est en train de faire une certaine actualité avec l'ouvrage de Guillaume Poitrinal qui s'appelle Plus vite. Le patron d'Unibail-Rodamco. D'Unibail-Rodamco. Et c'est très intéressant parce que ça signale que la difficulté de l'entreprise, et c'est également un sujet où on peut gagner des points de PIB probablement, c'est le ralentissement profond que l'on constate en France depuis une vingtaine d'années dans la réalisation des projets, quel qu'il soit, mais surtout évidemment dans ce qui touche l'aménagement urbain, l'aménagement commercial, etc. Et ça, c'est quand même fondamental, parce qu'aujourd'hui, créer une usine en France, aménager ne serait-ce que des logements dans Paris, créer des tours, créer des bureaux, des centres commerciaux, s'adapter à la nouvelle donne. Je pense au tourisme, qui est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est un sujet oublié en France, alors que ça reste un domaine dans lequel on a énormément de gains de compétitivité à produire. Et le temps aujourd'hui est notre ennemi en France. C'est-à-dire que, comme le souligne Poitrinal dans son bouquin, on est, et c'est souvent le cas de la France, on est entre deux systèmes. Dans les pays du Nord, on est dans un système de concertation en amont. C'est-à-dire que quand on veut réaliser un projet d'infrastructure, il y a des concertations en amont avec les associations, les syndicats. Mais une fois que cette phase de concertation est passée, le projet avance. Et dans les pays, je dirais, d'inspiration plus libérale, la phase de concertation est moins importante, elle est moins profonde. En revanche, derrière, c'est le recours judiciaire devant les tribunaux qui vient réguler, je dirais,
le trop-plein de libéralisme. En France, on cumule, et c'est très fréquemment le cas dans des tas de domaines, on cumule ces deux approches. On est dans un univers libéral, univers de marché, mais en même temps, on a tout l'univers de la coopération et du débat. Et tout ça crée en France des pesanteurs monumentales que l'on ne mesure pas à l'échelon des entreprises. Vous prenez des exemples, créer un centre commercial en France aujourd'hui, ça prend 15 ans. En Allemagne, ça prend 8 ans. Et en Chine, ça prend 8 mois. Je ne dis pas qu'il faut faire comme les Chinois, ça va peut-être trop vite, mais les Allemands ne sont pas un mauvais exemple, les Anglais non plus. On met 3 fois plus de temps à réaliser un projet en France qu'on en mettait il y a 20 ans et 10 fois plus qu'on en mettait il y a 100 ans. Pour faire une ligne de métro aujourd'hui ou pour avancer sur le Grand Paris, il faut 10 fois plus de temps qu'il n'en fallait à une époque. Et ça, il est vrai qu'on peut se dire quand même que si on réalisait nos projets, ce type de projet plus vite, eh bien, ça serait plus de PIB. Et à ce moment-là, la problématique des charges des entreprises serait peut-être, je dirais, moyennée par peut-être plus de travail. Donc il y a quand même là, et je trouve que c'est intéressant de voir apparaître ça dans le rapport de Terra Nova, parce que c'est une vraie problématique auquel sont confrontées les entreprises. Les entrepreneurs n'ont pas que des problèmes de charges et d'impôts, c'est important, mais il y a tout le reste, et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Qu'est-ce qu'on ajoute sur la compétitivité, Olivier Berruyer ? En tout cas, dans ce rapport, effectivement, ce rapport met le doigt sur quelque chose d'important. C'est en effet la forme de compétitivité des entreprises, le retard qu'on peut avoir sur certains points et qu'il ne faut pas masquer. Maintenant, la conclusion sur le problème, c'est le coût du travail. Moi, j'ai été frappé de voir qu'un think tank soi-disant proche du Parti Socialiste, en tout cas de l'aile la plus libérale du PS, arrive encore à dire ce genre d'ânerie. Le coût du travail n'est pas un problème. Bien sûr que c'est le problème. Il y a un problème de coût du travail en France, bien sûr. Mais le vrai problème, c'est les règles générales du système. On s'est mis en concurrence directe avec la Chine, qui est un pays protectionniste. On l'a fait rentrer à l'OMC. Elle manipule sa monnaie, mais comme c'est pas permis, sa monnaie est 2 fois trop faible puisqu'elle la manipule. C'est vrai. Et après, on dit tiens, c'est ennuyeux, nos boîtes ne sont pas assez compétitives. Ben oui, mais si on se posait quelques questions de fond. La plupart des boîtes vous disent que leurs premiers concurrents sont les Allemands, beaucoup plus. Et bien sûr qu'on a un problème avec l'Allemagne. Mais quel est le problème de l'Allemagne ? C'est qu'elle manipule aussi sa monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la même avec l'Allemagne et que du coup on ne peut pas dévaluer. Si l'Allemagne avait un mark aujourd'hui, qu'on avait un franc, le mark il serait un 30 et il n'y aurait pas 120 milliards d'excédents d'Allemagne. On est en train de mourir de ces excédents-là. Pourquoi l'Allemagne est aussi compétitive ? Parce qu'elle a fait une politique, je l'ai dit plusieurs fois, qui est scandaleuse et qui est parasitaire au détriment de la population allemande et au détriment des voisins. Pourquoi ça marche le modèle allemand ? Mais tout le monde va comprendre. C'est comme si en France, tout d'un coup, on dit tiens, en Alsace, le SMIC, il est à 700 €. Et on fait ça en France. Et qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte qu'il y a plein d'entreprises qui vont s'installer en Alsace et qu'en tout cas, les entreprises alsaciennes, elles sont brutalement beaucoup plus compétitives que les autres. Et on va dire, regardez l'Alsace, ça marche du feu de Dieu. Les entreprises, elles sont drôlement plus compétitives. Et évidemment, le chômage baisse en Alsace. Pourquoi ? Parce que évidemment, les emplois vont être phagocytés du reste de la France vers l'Alsace. Et on dit tous, évidemment, dans le reste du pays, regardez, le modèle alsacien, ça marche bien. Ce qui serait bien, c'est qu'on baisse les salaires dans le reste du pays. Évidemment, si le SMIC en France passait à 700 € partout, il y aurait simplement un écroulement de la consommation, un appauvrissement généralisé, et on irait droit vers la récession, voire la dépression. C'est exactement ce qui se passe en Europe. Il y a un modèle allemand qui a plutôt bien marché jusqu'à présent, parce qu'il y a les pays du Sud qui continuent à s'endetter comme des gorées pour financer ce modèle allemand. Comme on est en train de couper la consommation dans les pays du Sud, eh bien, on voit qu'évidemment la croissance s'arrête dans les pays du Sud et que brutalement, ça va entraîner une cessation aussi de la croissance en Allemagne. On va marquer une pause, on va revenir là-dessus parce que c'est une véritable question qui va nous faire digresser paisiblement sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il est 9h45. Intégral Bourse dans 15 minutes. Cédric Decoeur et Dorothée Balzan, le programme. Cédric, aujourd'hui. Eh bien, d'abord, on consolide à la Bourse de Paris après avoir largement pris de l'altitude au cours des dernières séances dans la foulée du sommet européen et de l'accord survenu vendredi matin. Pas beaucoup de surprises du coup de voir certains opérateurs choisir de prendre leurs bénéfices, surtout aujourd'hui, 4 juillet, fête nationale aux États-Unis, et donc les marchés américains seront fermés. En clair, les investisseurs européens se retrouvent livrés à eux-mêmes, et c'est sans doute aussi pour ça que des prises de bénéfices se dessinent aujourd'hui. On va tout de même continuer à regarder ce qui se dit dans les salles de marché, et notamment ce qui se dit au sujet de la Banque Centrale Européenne. Elle se réunit demain et c'est vrai qu'elle occupe le devant de la scène. Chacun attend de voir la lecture que l'Institut d'émission fait de cet accord européen dont on parle tant. Et puis côté entreprise, c'est Wendel qui est à la une aujourd'hui. On parle de restructuration de dette et on parle aussi d'un développement, tout cela dans une filiale Materis achetée récemment et qui a fait pas mal de tort entre guillemets jusque-là au titre Wendel. C'est à suivre entre 10h et midi. BFM Business,
numéro 1 sur l'économie. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Retour avec Olivier Berruyer et avec Philippe Portier. De réaction de l'éditeur Alain à Caluire demande un élu fonctionnaire qui maintient ses privilèges. Est-ce un abus de bien social ou pas? Et puis BFM Business favorable à l'impôt à 75% devient le bras armé de Monsieur Hollande, écrit cet auditeur dont je n'ai pas retenu le nom. Je n'ai pas l'impression qu'on ait défendu les 75% d'imposition qui interviendront dans le PLF 2013. Et en même temps, hors antenne, Olivier Berruyer me disait mais si, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. On est bien d'accord, c'est 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Enfin, c'est quand même 2000 personnes en France à peu près. Hein. On n'est pas non plus sur oui, mais après, c'est pour les signaux que ça envoie. Mais ça renvoie un bon signal. Mais le problème, c'est qu'à mon sens, c'était un signal à envoyer uniquement pour les dirigeants salariés. C'était pas un signal à envoyer. Sociaux des grandes entreprises. Évidemment, c'est là qu'il y a un problème. C'était pas sur les footballeurs, c'était pas sur les cinéastes, c'est pas sur les avocats. Enfin, voilà, c'est une problématique très différente. Mais oui, ça renvoie à un vrai problème qui est une cupidité sans limite qui est en train de pousser le système à la faillite. On le voit tous les jours. Est-ce qu'il faut reparler je sais pas comment dire un mot, de Barclays, de Société Générale avec Kerviel qui vient de s'arrêter. Il y a une pression dans les entreprises par le top management vers des prises de risques de plus en plus importantes. Il n'y a pas de malhonnêteté, mais c'est des prises de risques de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter le cours de bourse, qui est la base de la rémunération, de 95% de la rémunération de ces quelques personnes-là. Philippe Portier, est-ce que vous partagez la vision d'Olivier Berruyer sur il y a un moment, il faut que ça s'arrête? Oui, sur la finalité, non sur les moyens. Sur la rémunération des dirigeants, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Je trouve que le signal à 75% est catastrophique parce qu'effectivement, c'est peu de gens, mais c'est des gens dont on a besoin fondamentalement. Moi, j'aurais été plutôt favorable à une non-déductibilité de certains revenus de dirigeants de la base fiscale imposable des entreprises. Au-delà d'un certain seuil, eh bien, c'est pas déductible. Et à ce moment-là, ça reste du ressort du choix des actionnaires. Mais c'est pas les actionnaires qui décident. Vous êtes en train de dire aux dirigeants, votre rémunération va coûter plus cher à la boîte. Ils s'en foutent, c'est lui qui la décide. Non, il la décide pas tout seul. Justement, on peut instaurer le say-on-pay, c'est-à-dire le droit de regard des actionnaires sur la rémunération. On peut par exemple voir dans des comités de rémunération aujourd'hui, on commence à avoir des salariés qui viennent. Je trouve qu'il y a un travail à faire en amont sur la détermination. Sur des principes de gouvernance d'entreprise qu'on a importés des États-Unis qui sont dans un univers totalement différent du nôtre, on a plaqué des mécanismes ultralibéraux sur un fonctionnement de nos entreprises qui n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, on en paye les fruits, c'est-à-dire qu'on en paye les défauts. C'est-à-dire que par exemple, le comité des rémunérations dans les entreprises, au lieu de juguler, je dirais, les excès des rémunérations, n'a fait que les amplifier. Pourquoi? Par effet bureaucratique de benchmarking. On compare à l'international ce qui se passe ailleurs sans tenir compte des taux d'imposition, etc. Et puis, on va faire une échelle de perroquet qui arrive à ces niveaux-là. Donc, je dirais que le système est vicié de l'intérieur et le même système conduit à ce que vous décrivez, c'est-à-dire la prise de risque. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises prennent moins de risques, peut-être même pas assez, ce qui est d'ailleurs un problème après la crise. Mais la crise est née d'une prise de risque immense qui est partie des banques. Pourquoi? Parce que pour des raisons vertueuses, on a dit aux banques, il faut que vous ayez un gros capital. On va être simple, des fonds propres proportionnés à vos emprunts. Où est-ce qu'on trouve les fonds propres? Sur les marchés. Que veulent les marchés? Du rendement.
Pourquoi est-ce qu'elles veulent du rendement? Parce qu'elles peuvent en trouver plus ailleurs dans les pays émergents. Donc vous êtes une grande entreprise qui est assujettie à des contraintes qui deviennent des contraintes de marché et vous devez sortir du rendement pour faire plaisir à vos actionnaires, pour répondre à des normes prudentielles. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Donc, première conséquence, prise de risque inconsidérée, court-termisme, association du dirigeant à cette politique de croissance, les rémunérations calées sur les cours de bourse. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est BAL 3 avec renforcement de ces exigences de fonds propres. Mais où va-t-on à soumettre comme ça les grandes entreprises aux diktats des marchés? Encore une fois, moi je suis un libéral, je suis pour l'économie de marché, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de créer les leviers, de créer les déterminants d'une soumission de l'action managériale à la loi non pas de l'actionnaire, mais des marchés, parce que l'actionnaire aujourd'hui n'est pratiquement pas représenté aux assemblées générales. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté qui est liée à des verrous qui sont liés à des idéologies, je dirais, de gouvernance d'entreprise qui créent des problèmes. Donc moi, le problème des 75%, moi je suis un homme de terrain. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, des dirigeants étrangers qui auraient pu venir prendre les rênes de certaines entreprises françaises ont dit non, finalement, je ne viens pas. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez pratiquement aucun dirigeant étranger sur une boîte du CAC 40 en France. Vous n'avez aucun président français dans le CAC 40 allemand, dans le CAC 40 espagnol, dans le CAC 40. Il n'y a aucun marché mondial des dirigeants. Les 2-3 qui veulent partir. Le mercato mondial du grand patron n'existe pas. C'est évidemment du pipeau. Et puis, franchement, quand vous dites on en a besoin, il y a des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4 brillants dans toutes les entreprises. Vous inquiétez pas que si le numéro 1 il est plus là, on pourra le remplacer à 10 fois moins cher par le suivant. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Olivier Berruyer, l'un des gros problèmes de notre compétitivité vient de l'extraordinaire dumping, et notamment le dumping européen qui s'est mis en place dans une relation viciée entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Oui, bien sûr. Et qui est en train de mettre à mal un certain nombre de mécanismes, en particulier la monnaie unique qui est en train de demander des efforts de plus en plus importants pour être maintenu, et sur des problématiques très bassement monétaires. Donc autrement dit, il y a des transferts financiers gigantesques entre l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord à cause des écarts en effet de compétitivité induite. Aujourd'hui, c'est quand même énormément la Bundesbank qui, par l'eurosystème et le système de Target 2, permet aujourd'hui à la Banque centrale de Grèce de tirer de la monnaie, de refinancer les banques grecques. Pour le moment, oui. Aujourd'hui, les transferts se sont un peu inversés malgré tout. Ah non, ils ne se sont pas inversés du tout. Attendez, ne confondez pas le rôle de la Banque centrale qui est en contrepartie des flux physiques des banques commerciales. C'est la simple contrepartie de... Et là, vendredi, est-ce qu'on a fait un saut en avant vers quelque chose de mieux avec ça? Je rappelle, mécanisme européen de stabilité, capacité à apporter de la liquidité aux banques, peut-être capacité à financer les États sur le marché primaire lors des émissions de dette, mais il y a des pays qui aujourd'hui y sont hostiles, et autorité de supervision bancaire sous la houlette de la BCE. Est-ce que là, il s'est passé un truc important? Ça dépend comment on regarde. D'un côté, c'est un grand succès, le sommet de vendredi, parce que le but aujourd'hui d'un sommet européen, c'est que la bourse monte pendant 3 jours. Bon, jusque-là, ça s'est très bien passé. Maintenant, si le but c'était de résoudre la crise, non, évidemment. J'ai fait tout un papier là-dessus où j'analysais le communiqué final et j'appelais ça le foutage de gueule. Oui, il y a de gueule pourquoi? On est en train de créer une fabuleuse bad bank qui prend à sa charge le risque bancaire, le risque souverain? Attendez, mais faut réfléchir 2 secondes. Vous avez des États qui n'arrivent plus à se financer. Ils se disent, si on a une bonne idée, on va créer un bidule public et qui va aller sur les marchés se financer et puis va nous reprêter. C'est strictement pareil. C'est juste, le MES va être une espèce de pseudo-émanation des États. D'ailleurs, comptablement, ça devrait rentrer dans la dette publique. Les dettes du MES, on voit très bien qu'on va encore faire du hors-bilan. Sur le FESF, ça rentre dans la dette publique. Sur le MES, c'est un peu particulier. On apporte des fonds propres en cash au début et ensuite, ce sont les fonds propres qui servent de garantie. Mais le jour où les fonds propres sont bouffés, il faut remettre du fonds propre. Mais la question, il n'y en a qu'une. À combien va emprunter le MES quand on va dire que tiens, le MES lève 5 milliards d'euros pour en prêter la moitié à Chypre, à l'Espagne, à l'Italie, et l'autre pour prêter la moitié à Bankia, à Dexia, à Société Générale, à Crédit Agricole. Un taux Eurobonds. Mais vous n'en savez rien. Il sera peut-être de 7%. Oui, il sera peut-être de 6 ou 7%. Qu'est-ce qu'on en sait? Il sera pas un taux allemand ni un taux français, ça va être un taux. Alors, qu'est-ce que ça aura changé? On va dire, tiens, l'Italie, elle ne va plus emprunter à 7, c'est le MES qui va emprunter à 6,50 pour. Aujourd'hui, Olivier, si on fait rien, il faut faire un plan. Il faut faire une mise sous tutelle de l'Espagne. On n'en a pas les moyens. Alors, on n'en a peut-être pas plus les moyens avec ce dispositif-là, mais. Mais vous savez très bien ma vision. Moi, j'ai une vision historique des dettes publiques qui font. D'ailleurs, je participe à un livre sur ce sujet, sur l'histoire des dettes publiques. C'est formidable. Les dettes publiques ne sont à peu près jamais remboursées. Ça finit toujours ou par un défaut
donc par une restructuration, ou par une hyperinflation qui fait que le prêteur obligataire se retrouve. Donc aujourd'hui, finalement, avec le collectif, on fait payer les ménagers et les entreprises. Mais personne ne paye pour le moment la dette. On va faire payer les épargnants, on va faire payer les créanciers, on va faire payer les retraités. Mais personne ne paye. On est en train de chercher en permanence un nouveau système pour rajouter de la dette à la dette existante. On en reparle le jour où la dette est. Votre vision sur le dernier dispositif en date de l'Europe, Philippe Portier? Ce serait un peu long. Alors la seniorité, visiblement, il n'y aura pas de seniorité sur l'Espagne, mais l'Espagne serait un cas particulier. Enfin, les Allemands veulent que ce soit un cas particulier qui se généralise, donc qui se généralise pas, que ce soit une exception. Les Espagnols sont persuadés que ça se généralisera. On ne sait pas où on va. Ce qui est intéressant là-dedans, déjà sur la dette, pour moi, je crois qu'il faut peut-être sortir de cette idée qu'un jour on remboursera cette dette. Non, ça serait quand même bien. Ah mais on la remboursera pas. Non, c'est du capital. Mais bien sûr. C'est devenu du capital. Et bien sûr. La dette ne se rembourse que par une nouvelle dette. La question, c'est de savoir si c'est à montant égal ou à montant supérieur ou montant légèrement inférieur. Mais aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de gérer les taux, parce que les taux grèvent le budget des finances publiques par la charge d'intérêt. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être un petit peu que les citoyens français arrêtent de se faire peur, entre guillemets, avec cette dette. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire peur avec la dette, elle est considérable, mais arrête de se faire peur avec l'idée qu'on ne va pas pouvoir rembourser, parce que de toute façon, aucun État n'est capable dans le monde, je pense, de rembourser sa dette. Bien sûr. On est bien d'accord, mais sauf que les prêteurs obligataires, ils croient le contraire, et que le jour où ils vont plus le croire, vos 500 milliards d'émissions cette année de dette publique, quand vous n'allez pas les trouver, on va vite voir qu'il y a un léger petit problème, et que c'est pas juste, il n'y a qu'à remplacer de la dette par de la dette, parce que c'est vrai, tant qu'on vous en prête. C'est du principe de Ponzi, c'est de la cavalerie. Quand le banquier coupe les vivres, votre système, il s'arrête très vite. C'était Olivier qui disait un jour, et c'est toujours le prêteur qui arrête de vous prêter fondamentalement. Oui, c'est ce qui se passe. De toute façon, ça ne fonctionne. Le mot de la fin, il y a 30 secondes. Ça ne fonctionne que sur la confiance. Donc, cette confiance, il faut la mériter grâce à des mesures économiques convaincantes. Et c'est là où on est soumis à cette loi du créancier, finalement. Et ça, c'est assez insupportable. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je veux dire, de toute façon, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste dans une logique de soutien de l'État-providence à tout prix, avec des impôts pour préserver, et c'est là la notion tout à l'heure, Jean Tédégal et Slimane, distinguer l'effort du sacrifice. Pour moi, le sacrifice, ça consisterait aujourd'hui à surtaxer les Français qui sont déjà au taquet pour remplir un trou béant qui commence on ne sait pas où et qui se termine ailleurs. Alors que l'effort, c'est au contraire d'investir dans quelque chose, dans une promesse nouvelle. Où est la promesse aujourd'hui? Quand je te disais tout à l'heure que ce qui manquait dans le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, c'était un plan d'attaque, demander la solidarité des Français, demander l'effort du patriotisme, c'est formidable, mais où est le plan? Où est le plan de conquête? Où est le plan d'attaque? Où sont les filières sectorielles dont parle Terra Nova? C'est ça qu'il faut attendre aujourd'hui. Si on n'a pas ça demain, on n'y croit pas, et l'effort se transforme en sacrifice, et ça, c'est la fin des haricots. C'est quand même dur d'être optimiste. On essaye, mais c'est dur d'être optimiste malgré tout. Bon, merci messieurs d'avoir été là pour débattre. Il est 9h58. Ce soir, à 22h sur BFM Business, New York-Paris, le grand show de l'écho, du dollar à l'euro. Il est pratiquement 10h, les marchés, Antoine Larigauderie. Et on prend quelques profits ce matin à la bourse de Paris. Enfin, rien de bien grave, on perd 0,62% et on revient toucher un support technique important durant ces 3 dernières séances, notamment les 3250 points qui étaient une résistance assez importante. Là, ça devient une forme de support vu que la correction s'arrête pour l'instant sur ce niveau-là. 3250, on parle un petit peu de technique parce que globalement, assez peu de catalyseurs. On vend ce qui a très bien marché ces dernières séances, notamment les valeurs cycliques, un Peugeot Renault en tête, moins 2% pour Peugeot et moins 1,87 pour Renault. Lafarge qui a détaché son dividende hier et qui en a profité d'ailleurs en bourse, moins 1,85% pour Lafarge. Des valeurs un petit peu